Il y a un peu plus de 2 semaines, le compte Instagram Rec sur vous, avec lequel je discute souvent, eh bien, il m'a contacté en message privé. C'est un collectif qui fait de la veille sur TikTok et qui recense et qui analyse toutes les trends et les discours racistes, sexistes et LGBT-phobes qui se baladent donc sur la plateforme TikTok. En gros, Rec sur vous, ils partent d'un constat assez évident qui est que sur TikTok, il y a quasi pas de modération et que donc c'est un réseau où il y a un flux de vidéos qui est énorme et dans ces vidéos, beaucoup de discours racistes, sexistes, LGBT-phobes, etc., etc. et beaucoup trop d'utilisateurs qui se rendent pas du tout compte des horreurs qui circulent sur cette appli qu'ils utilisent pourtant tous les jours. Donc, Rec sur vous, leur idée, c'est de faire une veille sur tout ça pour nous informer et je pense que c'est très très utile. Donc je le dis maintenant pour ne pas oublier, s'il vous plaît, surtout n'hésitez pas à aller leur envoyer de la force. Je mettrai le lien de leur page Insta en description de la vidéo. Revenons à notre histoire. On est mercredi et je reçois donc un petit DM de Rec sur vous qui me dit « Frérot, on vient de faire une vidéo sur une nouvelle trend TikTok, un truc qu'on a découvert et là, franchement, tu vas halluciner. » Alors moi, je suis quand même un vieux routard des réseaux, un mec qui est quand même bien renseigné sur la fachosphère. Je me dis... J'ai tout vu, plus rien ne peut me choquer, j'ai trop de bouteilles. Jamais les jeunes, vous allez m'avoir avec votre nouvelle trend TikTok, ce sera juste un truc comme d'hab et puis c'est tout. Et j'avais tort. J'avais tellement tort. Mais je pense que parfois c'est pas la peine d'expliquer, parfois il vaut mieux montrer, comme on dit, une bonne image vaut mieux qu'un long discours. Donc voilà la vidéo que m'a envoyé le collectif Rec sur vous et je préviens pour les personnes qui sont sensibles à ces questions, attention, il va y avoir des propos racistes. Je suis négro! Négro, je suis négro! Non. Ça réveille, hein? T'aimes bien ça, Thibaut InShape? Ah ouais? J'espère il est halal! Non, je rigole, je suis pas C'est pour la chasse au bout. On y va! Alors, qu'est-ce qu'on vient de regarder? On va essayer de décortiquer ça tranquillement. D'abord, l'évidence. Ce qu'on vient de voir, ce sont des vidéos racistes, des vidéos qui stigmatisent très ouvertement et frontalement les personnes musulmanes et les personnes racisées, notamment les personnes arabes et les personnes noires. Ces vidéos, elles ne viennent pas d'un seul utilisateur, mais de plusieurs dizaines de comptes, des comptes différents et qui sont a priori tenus par des personnes différentes. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on n'a pas du tout affaire juste à un gars isolé, un mec tout seul en slip chez lui, qui a décidé de vomir sa haine sur internet parce qu'il aurait pété un câble du jour au lendemain. Je précise que ce serait évidemment très grave, même si c'était juste un mec tout seul. Mais au moins, ce serait juste une personne, et ça rendrait le problème un petit peu plus facile à gérer, puisqu'on pourrait essayer de signaler le gars et peut-être de le faire striker, et donc à la fin on n'en parlerait plus. Malheureusement, c'est pas la situation. Ici, dans notre cas, c'est pas ça. Là, ce à quoi on a affaire, c'est ce qu'on appelle une trend. Une trend, je vais expliquer ce que c'est parce que ça me semble assez important pour bien comprendre la mécanique de ce qu'on regarde. Donc une trend, c'est un nouveau phénomène de tendance qui a explosé avec TikTok. En gros, c'est plus comme à l'époque de YouTube où on avait une vidéo qui devenait virale dans son coin, tout le monde repartageait et regardait la même vidéo et ça faisait le buzz comme on disait à l'époque et on en entendait tous et toutes parler. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Dans une trend, c'est pas la vidéo qui devient virale, c'est le style de la vidéo. Et ça fait vraiment toute la diff. En fait, si c'est le style de la vidéo qui devient virale, ça veut dire que plein d'autres personnes vont essayer de refaire la vidéo qui a buzzé. Par exemple, moi, je vois quelqu'un sur TikTok qui fait une danse marrante, par exemple sur une chanson que j'aime bien, moi, je vais faire ma propre version de la danse sur la même chanson et plein de personnes vont faire pareil, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on sait plus trop dire d'où la trend elle est partie, mais dans la tête de tout le monde, on aura à la fois la chanson et la danse. On pourrait résumer l'idée en se basant sur le travail du chercheur spécialiste de l'information Hugo Roux, qui a beaucoup écrit sur la viralité en ligne, et il explique en gros que les trends, en fait, ce sont des tendances virales qui concentrent temporellement l'attention collective sur un objet, et que cette focalisation de l'attention, elle va ensuite entraîner ce que Hugo Roux décrit comme, je cite, une propagation interindividuelle massive et rapide de cet objet dans les réseaux sociaux. Dit comme ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait, ça l'est pas. L'idée principale à retenir, c'est qu'une trend, c'est un phénomène de très grande ampleur qui repose essentiellement sur l'interaction spontanée entre en fait des centaines d'utilisateurs qui vont partager
volontairement et reprendre une même idée. Donc, c'est pas quelque chose auquel on est juste exposé, c'est quelque chose qu'on participe à fabriquer collectivement et qui est cool justement parce que c'est un truc collectif et décentralisé. C'est pas un truc descendant, c'est pas genre une marque qui lance une mode et qui impose son truc à coup de pub à la télé. C'est un phénomène populaire où les gens, en fait, ils poussent ensemble des trucs qui leur plaisent vraiment, des choses qu'ils aiment. Ce qui peut être complètement génial parce que quand on parle d'une trend musicale, par exemple, ça peut lancer la carrière d'un artiste dont on va aimer le travail, mais qui aurait pas forcément eu la reconnaissance institutionnelle. C'est ce qui était arrivé à l'époque à Lil Nas X et à sa chanson Old Town Road, une chanson que les labels auraient clairement pas mis en avant et que les gens avec une trend ont réussi à faire exploser. Mais les trends, ça devient beaucoup plus inquiétant quand la trend, elle repose fondamentalement sur la propagation d'idées racistes, comme ce qu'on vient de voir dans la vidéo de tout à l'heure. Parce que dans la vidéo qu'on a vue avec Thibaut, en fait, cette fois, l'action collective, elle se concentre uniquement sur l'humiliation, la stigmatisation et la propagation de la haine raciste. En fait, il y a vraiment dans cette vidéo un détournement de la viralité des réseaux pour produire de la violence politique, une violence d'autant plus dangereuse qu'elle apparaît donc comme spontanée et populaire. Et malheureusement, c'est très efficace. Les vidéos de la traîne raciste sur Thibaut InShape, elles ont fait pour certaines des millions de vues, pour d'autres facilement 300 ou 400 000 vues. C'est quand même, je pense, assez costaud, surtout quand on voit ce qui y est dit, et ça devient tout de suite, je trouve, très inquiétant. Mais pour fonctionner, cette diffusion d'idées racistes, elle avait besoin d'un outil de plus que la seule mécanique des trends TikTok. Elle avait besoin de l'IA. Parce qu'évidemment, j'espère que tout le monde l'avait compris, c'est pas vraiment Thibaut InShape qu'on voit à l'image. Évidemment que le plus gros youtubeur de France, il a pas juste complètement pété son boulon du jour au lendemain et décidé de faire des dizaines et des dizaines de vidéos où il se met à gueuler des horreurs racistes à ses 27 millions d'abonnés. Ce qu'on voit, c'est tout simplement ce qu'on appelle du deepfake. Alors, j'avais très envie de vous donner une super définition scientifique du deepfake, mais il y a un problème. J'en ai trouvé plein des définitions, mais elles sont toutes assez imparfaites et pour une raison au final très simple, la technologie elle évolue aujourd'hui juste beaucoup trop vite et les chercheurs ils arrivent tout simplement pas à suivre. Par exemple en 2022, la sociologue Maud Navarre elle avait défini le deepfake comme, je cite, un procédé apparu à la fin des années 2010, notamment grâce à des applications comme FakeApp. Il permet de changer le visage ou la voix d'une personne sur une vidéo et d'ainsi lui attribuer des propos qu'elle n'a pas tenus, voire de lui faire exprimer de fausses informations. Sur le fond, c'est pas totalement faux, hein. Effectivement, au départ, quand les deepfakes y sont apparus, c'était bien, comme elle dit, des vidéos préexistantes dont on avait modifié des éléments. Par exemple, ça pouvait être un discours de Macron où on changeait le mouvement des lèvres ou la voix pour lui faire dire n'importe quoi. Mais en fait, aujourd'hui, on joue déjà plus du tout au même jeu. Aujourd'hui, en 2 clics, tu peux générer de zéro par IA une vidéo de A à Z hyper réaliste. Du coup, techniquement, tu changes plus le visage ou la voix d'une vidéo, comme elle disait. En fait, tu fabriques une nouvelle vidéo de A à Z. Donc la définition de Maud Navarre, elle a un peu un gros angle mort par rapport à la réalité de la technique d'aujourd'hui. Mais c'est pas du tout sa faute, hein. La réalité, c'est qu'en 2022, il y a juste 3 ans, on pouvait pas totalement appréhender la vitesse de l'évolution de ces technologies. Je rappelle, juste comme ça, que ChatGPT, c'est disponible au public que depuis le 30 novembre 2022. En réalité, vous n'avez ChatGPT que depuis 3 ans. En fait, ces technologies, elles ont un tel impact sur notre quotidien qu'on a l'impression qu'elles sont là depuis toujours. Mais la réalité, c'est que c'est encore super récent et qu'on n'a vraiment pas beaucoup de recul dessus. Pour vous dire, j'ai quand même trouvé un article paru dans Le Monde en 2024 qui expliquait que le ministère de la Culture français avait essayé de donner une définition du mot deepfake et donc de remplacer le mot deepfake par un autre mot qu'ils ont inventé, le mot vidéotox. Voilà, vidéotox, on sait pas qui a eu cette idée. Déjà qu'on n'est pas foutu de définir le truc, est-ce que c'est bien utile d'inventer un mot débile pour embrouiller encore plus tout le monde ? Personnellement, je ne pense pas. Bon, pour conclure sur la définition, j'en ai trouvé une autre de 2022 du chercheur Julien Nelson qui me semble à peu près utilisable. Gardez juste en tête donc qu'elle sera peut-être plus valable dans 6 mois. Je cite, le terme de deepfake désigne un type de contenu d'émergence récente exploitant les technologies du deep learning issues du domaine de l'intelligence artificielle pour créer des contenus très réalistes avec l'intention de manipuler le spectateur. C'est pas parfait, mais je pense en tout cas que ça fera l'affaire pour décrire ce qu'on vient de voir chez Thibaut, c'est-à-dire des vidéos
vidéos qui sont entièrement faites par IA, qui utilisent la tête de Thibaut pour lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites. Et chose intéressante de ce que j'ai vu et de ce que les membres de Rec sur vous m'ont partagé, l'essentiel de ces vidéos deepfake, elles ont en plus été faites en utilisant le même outil d'intelligence artificielle, un outil qui est uniquement disponible aux États-Unis, Sora 2. Et vous allez voir, ça, le fait qu'ils utilisent Sora 2, c'est très important. Parce que Sora 2, c'est une plateforme qui a été lancée fin septembre par OpenAI. OpenAI, vous connaissez, c'est les créateurs de ChatGPT. Donc, c'est pas une petite entreprise perdue qui lance son truc dans l'ombre, c'est la plus grande entreprise d'IA du monde qui lance son nouveau produit en grande pompe. Le principe de Sora 2, il est très simple, générer des vidéos par IA de A à Z. En gros, l'utilisateur, il va taper une commande écrite et l'IA, elle va fabriquer une vidéo qui correspond, le tout de manière très rapide. Sauf que sur Sora 2, on peut normalement pas non plus générer tout ce qu'on veut. Je cite un article du Huffington Post, les visages de personnes connues sont censés être inutilisables à moins que la célébrité en question ait donné son consentement. À ça s'ajoute un second problème. Sora 2, je le redis, c'est disponible qu'aux États-Unis. Donc pourquoi, d'un coup, on a plein de vidéos avec la tête du youtubeur français le plus connu qui pop sur cette putain de plateforme? Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que moi, quand j'ai vu passer les premières vidéos racistes de Thibaut InShape, je me suis dit que le gars, en fait, c'était un peu une victime collatérale dans l'affaire. Évidemment, les premières victimes, c'était les personnes ciblées par le racisme des vidéos, mais pour le coup, lui, Thibaut, il prenait aussi sa douille, parce qu'il y était pour rien, et moi, j'avais l'impression, en tout cas, qu'on avait volé son image pour faire n'importe quoi avec, et qu'on utilisait l'IA contre sa volonté, et que lui, il subissait un peu la situation. Sauf que, après vérification, en fait, pas vraiment. En réalité, c'est même tout l'inverse. Selon un article du Monde sorti vendredi, en fait, Thibaut InShape, il a volontairement, je le redis, volontairement donné son image à Sora 2 et donc à l'entreprise OpenAI. Je répète, le mec a, selon ses propres mots, demandé à son frère de lui installer un VPN pour pouvoir se connecter à Sora 2 aux US et donc rendre sa tronche disponible sur l'appli. Il a donc lui-même, de son propre chef, tout seul comme un grand, créé la possibilité pour les internautes de produire du contenu IA très facilement avec son visage. Thibaut InShape a confirmé l'information dans une vidéo longue sortie dimanche soir. J'ai téléchargé l'application Sora 2. Sora 2, c'est une application qui vient de OpenAI, ceux qui ont créé ChatGPT. Dans cette application, vous scannez votre tête, vous dites une phrase, et ensuite vous avez juste à écrire un prompt, une petite phrase, et l'application vous met en scène. Je vais prendre 10 buckets de tender, 10 frites et 10 boissons s'il vous plaît. Très bien, je vous mets ça. Oui, merci. Voilà pour vous. Nickel, merci. Fait du bien après le cardio. Jusque-là, tout va bien. Sauf que je me suis dit, bah tiens, vous qui me regardez, vous avez peut-être plein d'idées super sympas et originales à faire avec ma tête. Ça a commencé comme ça. Donc je vous ai permis d'utiliser ma tête. Je sais que c'est toi qui as volé le Louvre. Rends les bijoux! Au début, c'était rigolo. Thibaut mange un McDo. 10 grandes frites et 5 Coca Zéro s'il vous plaît. Très bien, ça fait beaucoup, je lance la commande. Thibaut arrête la muscu. Regardez, j'ai mis une jupe et des petites oreilles de chat. On va se faire une danse, let's go. Hop, hop. Miaou. Tourne. Voilà, c'est bonne ambiance. Mais ça a rapidement dérivé. Un bonbon au support. Ah. Donc voilà, on voit bien Thibaut InShape, 27 millions d'abonnés, qui dit, alors nature peinture, j'ai bien créé un compte sur Sora 2 et donné l'autorisation aux utilisateurs de faire des vidéos avec ma tête, mais qui ajoute l'air un peu gêné, oh là là, ça a dérapé. Et ça, je trouve que ça pose quand même un petit peu question, parce que comme on l'a vu dans la définition des deepfakes, même si c'est pas un terme qu'on sait encore définir parfaitement, il y a un truc sur lequel tout le monde est quand même totalement d'accord, c'est que c'est super dangereux. En fait, les deepfakes, ils franchissent ce que la chercheuse Nadia Nafi appelle le seuil de réalité synthétique. C'est-à-dire, je cite, un point au-delà duquel les humains ne pourront plus distinguer les médias authentiques des médias fabriqués sans assistance technologique. C'est tout simple, on voit quelque chose et on sait plus dire si c'est vrai ou faux. Donc évidemment, les possibilités de tromperie, elles sont énormes. Par exemple, en 2022, la chaîne de télé Ukraine 24, elle avait diffusé sur sa page Facebook une vidéo de Zelensky, le président ukrainien. Dans la vidéo, il expliquait qu'il appelait ses soldats à rendre les armes et il affirmait vouloir quitter le pouvoir. Sauf que,
Bah, c'était évidemment totalement faux, hein. C'était un deepfake de A à Z, et la chaîne Ukraine 24, elle avait tout simplement été piratée. Et depuis, des affaires comme celle-là, on en a eu vraiment un paquet. On a eu la fausse vidéo d'un député britannique qui a déclaré avoir changé de parti politique, la fausse vidéo du leader de l'opposition hongroise qui déclarait vouloir s'en prendre aux pensions de retraite, et je parle pas, évidemment, de tout le contenu pornographique immonde qui a pu être fait avec l'image de personnes connues sans leur consentement, évidemment. Donc, quand t'as tout ça en tête, tu te dis, mais pourquoi, bordel, une personne connue, est-ce qu'elle voudrait donner gratuitement sa tronche à une appli de l'enfer qui permet à n'importe qui de mentir et manipuler comme ça à l'envi? J'ai envie de dire, rien que pour préserver sa commu, Thibaut InShape, il devrait pas du tout avoir envie de le faire. Vous imaginez le nombre d'arnaques qui pourraient se monter une fois que cette technologie elle est en place avec sa tête, le nombre d'escroqueries. Par exemple, cette année, on a appris l'histoire d'une retraitée qui s'est fait dépouiller de son fonds de retraite de 80 000 $ par un arnaqueur, justement un arnaqueur qui se faisait passer pour un acteur des Feux de l'amour avec du deepfake. Et malheureusement, depuis l'enquête, eh bien, on a découvert que la retraitée, c'était qu'un cas sur des centaines et des centaines de personnes qui se faisaient dépouiller par le même type d'arnaque. Et ça, c'est pas qu'aux États-Unis évidemment. En France, on a déjà des arnaques comme ça, des escroqueries à coups de deepfake qui ont été faites par exemple autour de l'image de l'humoriste Redouane Bougueraba ou du milliardaire Bernard Arnault. Et évidemment, avec Thibaut, bah ça a pas manqué, hein. Depuis qu'il a mis son image sur Sora, eh ben des internautes ont utilisé son image pour lui faire la promotion, soit de marques de merde, soit de produits super douteux. Donc je repose la question, pourquoi faciliter la production de ce genre de choses? Je veux bien entendre que Thibaut InShape, à son stade, il peut plus complètement contrôler son image et qu'il y aura forcément du fake qui se fera sur lui. Mais pourquoi rendre la chose plus facile? Est-ce que c'est pas quand même un tout petit peu irresponsable? Pareil quand il dit « Ah zut, ça a dérapé par rapport à la trend raciste qui a pété sur TikTok », à quel moment, en fait, en mettant sa tête sur Internet à disposition de n'importe qui comme ça, il s'est pas attendu à ce qu'elle soit utilisée pour faire de la merde? Je veux dire, c'est pas comme si Thibaut InShape, il connaissait pas Internet. C'est le premier youtubeur de France, il est suivi par 27 millions de gens, il est censé quand même comprendre ce qui se passe en ligne. C'est pas juste un boomer qui a jamais rien utilisé d'autre que Facebook et qui se fait avoir comme ça par hasard, par accident, parce qu'il a cliqué sur le mauvais lien. Pour moi, tu peux pas être Thibaut InShape, donner ton image à Sora, voir une vague de vidéos racistes et faire comme si c'était pas ultra prévisible. En vrai, putain, du racisme sur Internet, mais qui est étonné? Est-ce que ça a quelque chose qui va nous faire tomber de nos chaises en mode « Oh, mais quoi? Mais les gens, tu leur donnes un outil, ils font un truc raciste ». C'était complètement, vraiment prévisible à l'avance. Et puis, Thibaut, il a quand même un passif avec les polémiques discriminantes. Il a notamment été accusé d'avoir tenu des propos racistes, islamophobes et LGBT-phobes sur Facebook en 2012, d'avoir fait une vidéo de promotion du harcèlement de rue en 2017, d'avoir fait preuve de grossophobie sur Twitter en 2022, et d'avoir alimenté des polémiques transphobes en 2023. Ça fait quand même beaucoup. Normalement, quand t'as toutes ces casseroles au cul, ben t'es plutôt censé faire le canard et pas trop te faire remarquer. T'es pas censé donner le moyen à n'importe qui de lancer une trend raciste avec ta tronche. Donc moi, je trouve que de base, Thibaut, il a quand même beaucoup de responsabilités dans cette histoire. Et cette sensation, elle est accentuée par une information sortie par Le Monde vendredi dernier. Apparemment, malgré la trend méga raciste et islamophobe faite avec sa tête, Thibaut InShape, il a choisi de ne pas supprimer les vidéos utilisant son image sur son compte Sora. Pourtant, toujours selon Le Monde, le youtubeur dispose bien de la possibilité de le faire. En gros, il a un bouton stop sous la main, un énorme bouton rouge qui pourrait au moins mettre un frein à la trend. Mais il a juste décidé de pas appuyer dessus. Il a décidé de pas faire marche arrière. Et là aussi, ça pose beaucoup de questions. D'accord, c'est pas lui qui fait les vidéos, mais à la fin, s'il sait qu'elles existent, s'il sait d'où elles viennent et qu'il a le moyen que ça s'arrête et de les supprimer au moins sur la plateforme d'origine et en plus a priori qu'il a absolument rien à y perdre, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas ce moyen à n'importe qui d'utiliser son visage pour dire des trucs super racistes, islamophobes et horriblement violents pour plein de gens? Ben, il a donné une explication dans une vidéo sur TikTok et vous allez voir, c'est tout sauf satisfaisant. Thibaut InShape porte plainte contre l'IA à cause de sa trend. C'est faux. Voici ce qu'on sait. Ce média TikTok ne sait rien. Depuis peu, Thibaut InShape est visé par une trend à base d'IA, notamment Sora IA, où il apparaît dans les vidéos comme problématique. Ça, c'est vrai. Des personnes me font dire des mots problématiques que je ne valide pas. Mais c'est dans le cadre d'une trend TikTok. C'est de l'humour noir. D'autant plus que ce n'est pas moi qui le dis directement puisque je ne le pense pas. Et quand je lis les commentaires, tout le monde kiffe ces vidéos. J'ai l'impression qu'on a enfin trouvé une trend qui fait rigoler tout le monde. Et ça, qu'importe sa religion et sa couleur de peau.
Je suis arabe. Il dit le B-word. Moi, ça me fait rire. Je suis l'intéressé en lui-même. Est-ce que je vais signaler? Non. Est-ce que j'en veux à Thibaut? Non. Est-ce que j'en veux à celui qui a fait l'IA? Non. J'ai pété une barre de rire. Enfin, je me régale avec cette trend. Pour moi, dans toute l'histoire des trends, c'est top 3 trends. Remettons l'humour noir à la mode aussi. Ce qui peut porter à confusion pour certains qui ne décèlent pas l'utilisation de l'IA. Il y a le filigrane Sora, les gens savent que c'est de l'IA. Après oui, c'est possible de l'enlever. Aujourd'hui en 2025, les artistes ont peur de faire de l'humour sous peur de se faire cancel. Et je trouve ça dommage. Oui, le monde évolue, mais enfin on a trouvé une trend qui rassemble. Alors oui, il y aura toujours des personnes que ça ne fera pas rigoler. C'est le jeu. Personnellement, je suis rentré en contact avec Sora et OpenAI pour essayer de comprendre les mesures qu'ils allaient mettre en place pour lutter contre les dérives. Il faut savoir qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de la vidéo et de la création. Et je vois cette trend comme une expérience sociale, avec du positif et du négatif. Je ferai une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube pour analyser tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je trouve ça super intéressant. D'autant plus que vous me connaissez et vous savez que je respecte tout le monde, quelles que soient les origines, la religion ou la couleur de peau. Je sais que vous le savez, mais je leur précise pour les personnes qui souhaiteraient me coller une étiquette pour que je me fasse cancel. Et non les gars, moi j'aime tout le monde. Prenez soin de vous, amour et protéines. Alors, dans un premier temps, je voudrais préciser que j'ai vu la seconde vidéo longue en entier qu'il a sortie dimanche et pour moi, elle apporte aucun élément de plus que cette vidéo courte. Donc, on va se contenter de partir de cette vidéo-là, tout simplement parce que, grosso modo, il dit la même chose, mais de manière beaucoup plus condensée. Alors, moi, quand j'ai vu ça, là, ce qu'on vient de regarder, je vous avoue que j'étais sur le putain de cul. Donc là, on a Thibaut InShape, 27 millions d'abonnés. Le gars, son image, elle est utilisée sur une trend où on lui fait quand même, je rappelle, hurler le N-word et le B-word en faisant des trucs méga racistes envers les personnes arabes et noires. Et en plus, c'est dans des vidéos qui font des millions de vues. Donc vraiment une trend qui a pris et qui fait beaucoup trop de vues quoi. Le gars, il est quand même en partie responsable de la situation parce que c'est lui à la base qui a donné son image volontairement, je le redis, à Sora 2. Il devrait quand même se sentir un peu merdeux et faire méga attention sur sa communication après coup. Et là, il décide de prendre la parole et on se dit il va forcément condamner le truc, il va dire « Oh, c'est méga grave, je n'aurais jamais imaginé que vous feriez ça » ou je sais pas. Et lui en fait, pas du tout quoi. Sa réponse, c'est qu'il aime bien. Vraiment, je vois pas comment dire les choses autrement. Il nous dit qu'en fait, bah il trouve ça cool. Je cite. Des personnes me font dire des mots problématiques que je ne valide pas, mais c'est dans le cadre d'une trend TikTok, c'est de l'humour noir. Puis il ajoute, et quand je lis les commentaires, tout le monde kiffe ces vidéos, j'ai l'impression qu'on a enfin trouvé une trend qui fait rigoler tout le monde. Et ça, qu'importe sa religion et sa couleur de peau. Alors bon, on va revenir sur cette fin parce qu'évidemment on en doute, mais déjà il faudrait revenir sur le fait qu'il dit qu'il valide pas, mais en fait, en réalité, il valide quand même, et même il valide à 100%. Il finit même avec une espèce de tirade sur l'humour, je cite, « Aujourd'hui, en 2025, les artistes ont peur de faire de l'humour sous peine de se faire cancel, et je trouve ça dommage. Oui, le monde évolue, mais enfin, on a trouvé une trend qui rassemble. » Comment tu peux regarder ces vidéos racistes de toi, avec ton propre visage, en train de dire le N-word, et te dire que c'est une trend qui rassemble, qu'importe sa religion et sa couleur de peau? C'est juste fou. Je sais pas comment dire ça autrement, mais là, Thibaut InShape, il est en train de valider de manière explicite et claire une trend raciste faite avec son visage. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, je suis désolé. Thibaut InShape est d'accord avec la trend raciste horrible qu'on a vue en début de vidéo. Et je le dis tout de suite, la défense par l'humour, bah pour moi ça marche, mais vraiment pas du tout. Juste dire c'est pour rire, c'est pas un totem d'immunité. C'est pas parce que quelque chose est dit avec l'intention de faire rire que ça peut plus être quelque chose de violent ou quelque chose d'horriblement problématique. L'humour c'est pas un truc neutre, c'est pas un truc qui flotte dans l'air, dans un espace à part, dans un espèce d'endroit qui serait déconnecté de la société et du contexte social. Et sur ça, la recherche, elle est vraiment super claire. La trend de Thibaut InShape, elle s'inscrit à 100% dans ce qu'on appelle de l'humour de dénigrement, c'est-à-dire un type d'humour qui communique un message de dénigrement totalement et clairement explicite. Dans notre cas, un message raciste. Mais ce message dénigrant, il va être associé à un deuxième message qui sera, lui, implicite, l'humour, et qui va suggérer que le premier message, il devrait soi-disant être pris d'une manière plus légère. En gros, on dit pas juste dehors les B-word ou N-word comme un vieux skinhead néo-nazi. Non, ça, ce serait mal, ce serait pas très accepté socialement parce qu'il n'y a pas justement le deuxième message implicite qui dit « Attendez, attendez, c'est pas sérieux, hein, c'est juste pour rire ». À la place, on fait sur IA une vidéo rigolote de Thibaut qui fait crier le B-word ou le N-word à un bébé. Donc cette fois, c'est censé être drôle, moins grave, parce qu'avec le message raciste, on a ajouté un deuxième message qui dit « Non mais attendez, c'est pour rire, hein ». Sauf que
à la fin, on a quand même véhiculé exactement la même idée et donc fait preuve de l'exacte même violence envers les personnes concernées. Le chercheur en psychologie sociale Léo Faka explique, je cite, « L'humour de dénigrement véhicule et renforce les stéréotypes et favorise l'expression des préjugés. Mais aussi, c'est un humour qui contribue à la tolérance envers la discrimination et augmente les comportements discriminatoires. » En fait, l'humour, il faut être très clair, c'est juste une manière de dire quelque chose. C'est exactement comme une chanson en fait, c'est une forme de discours, mais ça change pas la gravité ou la dangerosité du discours lui-même. C'est pas parce que vous chantez un truc raciste qu'il est pas raciste. De la même manière, c'est pas parce que vous dites quelque chose de raciste et que vous dites ensuite c'était de l'humour que c'est pas quelque chose de raciste. C'est pas en fait parce que quelqu'un rigole que c'est pas grave. Et donc quand l'humour est raciste, le résultat c'est exactement le même que tous les discours racistes, de la violence pour les personnes concernées. Et le problème qu'on voit clairement dans la vidéo de Thibaut InShape, c'est que lui et sa commu, ils font comme si ce qu'il disait ça avait pas de conséquences, comme si ça blessait pas des gens, comme si ça discriminait personne. En fait, ils utilisent complètement l'humour pour se déresponsabiliser par rapport à la violence des propos qu'ils sont en train de tenir, et au final, ça leur sert à dire des choses qui seraient, habituellement en tout cas, sanctionnées socialement. Imaginez une seconde, une vidéo de Thibaut InShape qui regarde des vidéos de ses abonnés, qui utilisent juste le B-word et le N-word pour insulter des gens sans faire aucune blague, et qu'à la fin Thibaut ils disent ah c'est super, j'adore. On serait toutes et tous d'accord pour dire que ce serait immensément raciste et problématique. Mais si on y réfléchit là, c'est exactement ce qu'on vient de regarder, c'est exactement la même chose. C'est ça qu'il a fait. Ce qui est dit dans ces vidéos de la trend TikTok, c'est du racisme selon n'importe quelle définition du racisme. Et c'est pas normal de valider ça parce que non seulement c'est hyper violent pour les personnes concernées, mais en plus socialement ça fait bouger des lignes. Ça normalise, ça banalise des discriminations. Et ça se vérifie facilement. Dans une étude de 2010, une étude qui concernait les discriminations sexistes. Mais je note quand même au passage, la mécanique au final c'est la même, c'est la mécanique de discrimination, donc elle fonctionne de la même manière que pour le racisme. Donc dans une étude de 2010, les chercheurs Woodzika et Ford, ils ont remarqué que les blagues sexistes, elles avaient un rôle très fort dans la propagation d'idées sexistes dans la société. Par exemple, chez les personnes qu'ils ont interrogées lors de leur étude, ils ont observé que les gens avaient beaucoup plus facilement tendance à apporter un grand soutien à des opinions qui justifient un sexisme sociétal après avoir entendu une blague sexiste plutôt qu'après avoir entendu des déclarations clairement sexistes mais non humoristiques. On voit bien en fait que l'humour, il favorise l'expression du sexisme et sa propagation en le rendant acceptable socialement, sans rien enlever au final de sa discrimination. En gros, l'humour, ça donne l'impression que les idées véhiculées, elles sont moins graves, que c'est des idées qui sont au final moins violentes, alors que oui, la forme elle a changé, mais le fond, il est resté exactement le même. Pire, l'humour, ça va aussi autoriser l'intégralité du groupe à s'emparer de la représentation, et donc le préjugé, par l'humour, il va se diffuser dans l'inconscient collectif de ceux qui écoutent. En fait, ils y verront juste pas quelque chose de grave, parce qu'après tout, c'est que de l'humour quoi. Sauf que, selon une autre étude de 2002, faite par les chercheuses Greenwood et Isbell, elle aussi sur le sexisme, eh bien en général, les personnes qui apprécient le plus les blagues discriminantes, dans leur cas les blagues sexistes, eh bien ce sont aussi celles qui ont tendance à être elles-mêmes le plus imprégnées de représentations violentes et sexistes. Sans surprise, l'humour discriminant fabrique des personnes discriminantes. Et on va conclure sur ça. La trend de Thibaut InShape, elle est donc à la fois incontestablement raciste dans son ADN, mais en plus, sous couvert d'humour, elle participe à normaliser et aussi à banaliser le racisme auprès de toutes les personnes qui y sont exposées. Et c'est super grave et absolument dramatique que la réponse à ça de Thibaut InShape, c'est qu'il est d'accord en fait. Je pense que ça devrait toutes et tous vraiment énormément nous inquiéter que le youtubeur français avec le plus d'abonnés, je le redis, on est quand même sur une communauté de 27 millions de personnes qui peuvent être influencées par les propos de Thibaut. Donc je pense que ça devrait beaucoup nous inquiéter que le youtubeur français avec le plus d'abonnés, il soit aussi à l'aise avec l'association de son image au racisme. C'est vraiment terrible parce que les propos qu'il banalise, ils ont beau se cacher sous le vernis de l'humour, à la fin ça reste des propos discriminants, ça reste de la haine et ça reste de la violence. Et pour finir, je trouve aussi que toute cette histoire, elle nous montre bien que concernant l'IA, oui, il y a d'énormes enjeux éthiques et de vraies questions concernant la production du faux ou la manipulation du réel par exemple, mais il faut pas que ça nous fasse oublier que la bataille, elle n'est pas que technique, elle n'est pas que technologique, qu'elle est même avant tout sociale et politique. Parce que derrière les usages de l'IA, ce qui ressort, ce sont des rapports de pouvoir. Si le premier usage que les gens font d'une IA capable de générer des vidéos, c'est un usage raciste, c'est parce que notre société, elle est fondamentalement
structurellement rongés par le racisme. Et nos réactions, elles doivent surtout pas se limiter à exiger de Sora ou TikTok juste une meilleure modération de leur contenu. On doit aussi vraiment lourdement interroger l'omniprésence du racisme dans notre société et surtout s'inquiéter de la facilité avec laquelle ce racisme il se maintient sous des formes certes parfois vaguement nouvelles, mais au final pas si différentes de ce qu'on pouvait entendre il y a déjà bien plus d'un siècle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, un énorme merci au collectif Rec sur vous d'avoir porté mon attention sur le sujet. Si mon travail vous a plu, abonnez-vous évidemment et sachez aussi que je suis 100% indépendant, que je ne fais aucune publicité, que je vis de votre soutien sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à donner un peu de force à mon travail sur Ulule. Il y a un lien en description juste sous la vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao! Comme les auteurs d'essais, ils savent que personne lit jamais les essais en entier et que les gens ils les achètent pour la distinction sociale de mettre le livre sur leur table basse. Les 3 premiers chapitres, c'est en mode oui, la logocratie, c'est la sortie de la démocratie, car évidemment nous sommes dans l'ère de la post-vérité et tout. Chapitre 4, c'est la fanfiction de Clément. Jean-Claude Van Damme et Clément Viktorovitch dans Logocratie. J'arrivais à France Inter, devant moi se dressait, non pas un journaliste mais un dragon. Il avait les yeux rouges fumants et de ses naseaux sortaient des flammes. Je dégainai alors mon épée et ma fidèle rapière et fonçai vers lui, tranchant et fendant l'air, et je hurlai: bête! Bête! Tu tomberas sous mes coups! Tu ne résisteras pas! Le tonnerre claquait, les locaux de France Inter s'effondraient sous nos coups, et bientôt nous chutions dans le vide à travers l'air, et nous étions dans les ténèbres. Doucement, nous chutions, moi et la bête, nous combattant, croc contre l'âme, l'acier contre les dents du monstre, et tout au fond, rôdant, je sentis une âme puissante dont l'œil gigantesque nous observait, et je sus que j'avais touché la racine du mal, et alors je dégainai mon arme et je hurlai pour l'euro, et je tranchai la tête du dragon avant de sombrer dans l'abîme. Ça, c'est le chapitre 4, hein. C'est le chapitre 4 du livre de Clément Viktorovitch, hein. N'en doutez pas. Lisez Logocratie.